Il a dit que c'était un raccourci, mais les chauffeurs ne se garent pas sur les tombes, sauf si quelque chose est enterré plus profondément. Bienvenue à Mystère de minuit. Je suis votre hôte Gustave. Dites-moi d'où vous regardez. C'est toujours un plaisir de vous entendre. Ce mystère est plus amusant si vous y participez. Commençons. C'était un après-midi absolument magnifique à St. Mary Mead, un de ces jours de fin d'été où l'air conservait encore la chaleur d'août, mais où les ombres laissaient entrevoir la fraîcheur de septembre. Le village était en fleurs, ça littéralement et socialement, tandis que le club de jardinage de St. Mary Mead se réunissait dans le parc impeccablement entretenu du domaine du colonel et de Madame Bantry pour son thé annuel de jugement. Des dames âgées, vêtues d'imprimés floraux et de chapeaux à large bord, voltaient comme des papillons, leur voix gazouillant au-dessus de tasses de Darjeeling et de génoises à la crème. Miss Jane Marple était assise dans un fauteuil, en osier sous une clématite en fleurs, ses yeux bleu pâle observant tout et chacun tout, en sirotant son thé avec une satisfaction tranquille. Aucun détail ne passa inaperçu. Le léger excès d'arrosage des géraniums du massif nord, la façon dont la jeune Millicent Hartley évitait le regard de la femme du pasteur, et, plus étrange encore, la voiture noire rutilante garée juste derrière la haie, dont la présence était totalement incongrue avec le décor. « Dites donc », dit le major Palgrave, soufflant à côté de Miss Marple avec plus d'enthousiasme que de souffle, « qui a apporté la Rolls? Ce n'est pas une bagnole de village. On dirait quelque chose qu'on verrait devant le Claridge's. » Miss Marple sourit simplement. « Je crois qu'il appartient à la nouvelle résidente de Hilltop Lodge, une certaine Madame Ursula Drake, retraitée du théâtre, paraît-il, même si personne ne semble savoir exactement ce qu'elle faisait sur scène. Oh, son. Oui, j'ai emménagé la semaine dernière. Cette maison est vide depuis que le pauvre monsieur Crichton s'est effondré sur sa rhubarbe. Drôle de personne, elle. Elle avait son propre chauffeur en plus. En effet, murmura Miss Marple, un jeune homme plutôt remarquable. Je l'ai vu au village ce matin, garé devant les grilles du cimetière. Peu de gens choisissent cet endroit, à moins d'avoir affaire à un défunt. La conversation fut interrompue par un éclat de rire soudain près de la tonnelle de rose, où Madame Drake tenait maintenant sa cour. Elle était, même selon les critères du théâtre, une femme d'une prestance imposante, des cheveux auburn coiffés en boucles spectaculaires, une robe de soie ample bien trop à la mode pour une tenue de village, et des yeux qui brillaient d'un curieux mélange de charme et de calcul. C'est une véritable merveille, remarqua Madame Bantry en rejoignant Miss Marple avec une tranche de citron. Les femmes l'adorent, les hommes sont sous le charme, et la femme du pasteur a développé un tic permanent. Miss Marple ricana poliment, mais garda les yeux fixés sur Madame Drake. Comme si elle sentait son regard scrutateur, la femme se retourna et adressa à Miss Marple un léger sourire qui n'atteignit pas tout à fait ses yeux. La journée se déroula tranquillement, comme à l'accoutumée. On prit le thé, on décerna des prix. Une Jacinthe particulièrement zélée, appartenant au révérend Stills, remporta la première place au grand désespoir de sa femme, et le soleil commença à projeter des ombres plus longues. Ce n'est qu'au moment où les invités ont commencé à se diriger vers leurs vélos et leurs voitures que la première vague de malaise a traversé la foule. Un cri retentit depuis le chemin de gravier menant aux écuries. La jeune Millie Hartley arriva, en courant, le visage pâle et essoufflé. « Il y a un homme, il est mort, près du mur du cimetière. » Les tasses de thé se turent. Le colonel Bantry passa à l'action, aboyant des ordres, tandis que le vicaire le suivait en titubant, terrorisé. Miss Marple resta assise un instant encore, les mains soigneusement jointes sur ses genoux, le visage indéchiffrable. Puis elle se leva avec une grâce tranquille. Elle avait déjà une idée de qui pouvait être cet homme, et pourquoi il s'était garé au cimetière. Au crépuscule, le rythme tranquille de St. Mary Mead avait été complètement perturbé. La nouvelle s'est répandue plus vite que le feu dans les ajoncs secs. Il y a eu un meurtre,
ou plus précisément, un homme retrouvé mort près du mur du cimetière qui, à St. Mary Mead, était suffisamment proche du meurtre pour faire résonner chaque murmure, chaque soupçon et chaque grief longtemps réprimé du placard au salon, là. Police était arrivé avec son empoignade habituelle. L'inspecteur Craddock, un homme d'une quarantaine d'années, sérieux et légèrement surmené, qui savait qu'il valait mieux ne pas négliger la présence de Miss Marple, se tenait au-dessus du corps tandis que le médecin du village constatait l'évidence. Bien mort. Probablement une blessure à la tête, mais il y a aussi quelques contusions au cou. Nous en saurons plus après l'autopsie. L'homme décédé était, comme Miss Marple l'avait soupçonné, le chauffeur. D'après les documents retrouvés dans sa poche, il s'appelait Claude Fanshawe. Il était au service de Madame Ursula Drake depuis un peu plus de 2 mois. On dirait qu'il a été frappé avec un objet contondant, dit Craddock, accroupi près du corps de l'homme, qui gisait juste derrière le portail du cimetière, assis en sang, moitié caché sous les branches basses d'un if. L'arrière de la tête est en piteux état. Aucune trace de vol, et la montre à son poignet tourne toujours. Miss Marple, debout à une distance discrète avec Madame Bantry, observait avec un intérêt discret. Ses yeux pâles se posèrent non pas sur le corps, mais sur les expressions des visages autour d'elle. Les villageois regroupés au bord du jardin, chuchotant et regardant avec stupeur, et une silhouette isolée se détachant des autres. Madame Ursula Drake, elle se tenait raide près du chemin, les bras croisés sur son chemisier en soie, la mâchoire serrée. Son visage ne trahissait ni le choc ni le soulagement. On y lisait plutôt une légère irritation, comme quelqu'un dont les projets de l'après-midi avaient été malheureusement mais inévitablement contrariés. « Elle semble plutôt calme, n'est-ce pas ?» murmura Madame Bantry en fronçant les sourcils. Miss Marple inclina légèrement la tête. « Oui, mais parfois, chère Dolly, ce sont les personnes posées qui ont le plus besoin de sang-froid. » Cette nuit-là, le village était en effervescence. Au pub The Blue Bar, où la bière coulait à flot comme les spéculations, une demi-douzaine d'hommes discutèrent de la question avec une certitude croissante et une précision décroissante. « Je vous le dis, » dit M. Pettigrew le boucher penché vers lui d'un air conspirateur, « il faut que ce soit romantique. Un jeune homme comme ça, beau gosse, travaillant pour une veuve prestigieuse. Il a sans doute dépassé les bornes. Ou alors elle l'a mené en bateau, » ajouta M. Cartwright, propriétaire du magasin de vélos, et qui n'avait jamais vraiment pardonné aux femmes de ne pas le trouver attirant. Puis elle a changé d'avis, ces types de scènes, vous savez. Au presbytère, on discutait plus délicatement autour d'un cacao et de digestifs. « J'espère que ce n'est pas scandaleux, » soupira Madame Styles en se tordant les mains. Le club de jardinage se remet à peine de l'incident avec l'échange des azalées de Madame Calthorpe. « C'est tragique, bien sûr, » dit le vicaire en polissant ses lunettes. « Mais je suis sûr que les autorités vont arranger ça. Il est peut-être tombé. Le mur du cimetière est assez irrégulier. Les gens ne tombent pas en arrière. Avec des blessures à la tête, avec des marques de corde autour du cou, ma chère, » marmonna sa femme non sans gentillesse. Pendant ce temps, Miss Marple, dans son salon soigné avec des rideaux en chine à fleurs et une seule lampe allumée à ses côtés, sirotait une modeste tasse de lait chaud et considérait les faits tels qu'ils étaient reconnus, ou du moins tels qu'ils étaient présentés. Claude Fanshawe. La trentaine, accent londonien, aucun parent connu dans le coin. Chauffeur et de la vie générale plutôt tape à l'œil. Elle l'avait vu 2 fois, une fois au village, allongé dans la Rolls-Royce comme un chat au soleil, et une autre fois, lorsqu'il avait aidé Madame Drake à monter dans la voiture devant la pharmacie, sa main s'attardant un peu trop familièrement sur son coude. Pas d'uniforme, pas de gants. Miss Marple, qui en avait assez vu de la bonne comme de la mauvaise éducation, l'avait trouvé insolent. Elle tourna ensuite ses pensées vers Madame Drake, nouvelle arrivée au village, toujours source de suspicion et d'une manière dramatique, qui perturbait la hiérarchie ordonnée de St. Mary Mead. La plupart des nouvelles arrivantes s'installaient discrètement, assistant aux réunions de l'Union des mères et préparant d'humbles gâteaux pour la fête. Mais pas Madame Drake.
Elle était venue comme pour s'approprier la place. Elle était arrivée au club de jardinage avec une entrée remarquée et une odeur qui persistait même après son passage. Elle avait ri trop fort, trop peu écouté. Et, plus révélateur encore, elle n'avait posé aucune question sur qui que ce soit d'autre. Les gens qui ne se renseignent pas sur les autres sont soit terriblement prétentieux, soit terriblement effrayés par ce qu'on pourrait leur demander. Le lendemain matin, l'inspecteur Craddock est venu rendre visite. « J'ai pensé devancer les rumeurs », dit-il, tandis que Miss Marple versait du thé dans les belles tasses, en porcelaine. « Vous savez comment ça se passe ?»« En effet, » répondit Miss Marple, « les ragots sont souvent plus vrais que les faits que les gens choisissent de partager. » Craddock sourit ironiquement. « Nous sommes encore en train d'établir la chronologie et les motivations. Madame Drake dit s'être retirée tôt hier soir. Elle affirme ne pas avoir revu Fanshawe depuis le thé. Il aurait pris la voiture pour un petit tour. Elle a supposé qu'il avait rendez-vous. « Tu rencontres quelqu'un au cimetière ?» Craddock haussa les épaules avec lassitude. « C'est justement ça. Personne ne l'a vu partir ailleurs. Et personne n'a vu personne partir. Quelqu'un a-t-il demandé à mademoiselle Hartley ce qu'elle a vu? Elle dit qu'elle est tombée sur le corps par hasard. J'allais vérifier les nichoirs à hérissons près du vieux mur de pierre. » Miss Marple remuait lentement son thé. « C'est une fille au cœur tendre. Elle l'est. Un peu nerveuse quand même. » Miss Marple parut pensive. « Parfois, inspecteur, les gens tombent sur des choses plus étranges que prévues. » Craddock se redressa. « Tu crois qu'elle ment? »« Je pense, » dit Miss Marple d'un ton doux, « qu'il faut faire attention à ne pas supposer quelqu'un dire toute la vérité, surtout lorsqu'il y a un cadavre en jeu. » Il y eut une pause. « Puis-je demander quelque chose, inspecteur ?»« Bien sûr. Y avait-il quelque chose qui manquait sur la scène ?» Craddock parut perplexe. « Disparu. Un chapeau, par exemple. Ou des gants. Ou peut-être... un mot ?» Craddock fronça les sourcils. « Pas de mot. Mais maintenant que tu le dis, Fanshawe portait habituellement une casquette. Il n'était pas là. » Miss Marple hocha doucement la tête. « Ce sont souvent les petites choses qui disparaissent, qui racontent les plus grandes histoires. » Midi, les rumeurs s'étaient divisées en une douzaine de versions. Certains prétendaient que Claude était secrètement fiancé à une serveuse de Brackhampton. D'autres juraient qu'il faisait chanter Madame Drake. Un homme entreprenant affirmait que le chauffeur avait été témoin d'un incident au cimetière et l'avait payé de sa vie. Miss Marple estimait que rien de tout cela n'était entièrement faux, mais rien de tout cela n'était entièrement vrai non plus. Cet après-midi-là, elle se rendit seule au cimetière. Le portail grinça lorsqu'elle l'ouvrit. Le silence régnait, à l'exception du bruissement du vent dans le lierre et du sautillement d'un merle sur le chemin de pierre. L'endroit où le corps avait été retrouvé était déjà dégagé. Mais Miss Marple remarqua des marques dans l'herbe, ainsi qu'une autre chose, une seule éraflure sur le mur de pierre, comme si quelqu'un avait tenté de l'escalader précipitamment. Elle se pencha et prit quelque chose de petit dans le gravier, un seul bouton de perle, pas à cause d'une chemise, d'homme, pensa-t-elle en l'examinant attentivement. Trop délicat. Elle le glissa dans sa poche et rentra chez elle avec un léger sourire sur son visage. Les jours qui suivirent la découverte du corps de Claude Fanshawe apportèrent un sentiment de malaise, grandissant à St. Mary Mead. Sous la civilité apparente du village, chaussures cirées, linge repassé, haies soigneusement taillées, coulait un courant de spéculation, d'effroi et, plus inconfortablement, de curiosité. Et comme toujours, Miss Marple observait tout cela avec un calme qui ne provenait pas du détachement, mais d'une compréhension profonde et expérimentée. En surface, la vie reprit son cours normal. Madame Price Ridley fit sa tournée en soupirant, de plus en plus théâtralement. « Quelle tragédie! Et nous n'avons jamais vraiment... » Je savais ce qui se passait derrière les portes closes. Le vicaire prononça un sermon sobre sur la nature du péché et des secrets. Et Madame Bantry se rendit dans son salon.
impatiente de savoir ce que Miss Marple avait récolté jusqu'ici, ce qu'elle demanda jeudi en dégustant un gâteau aux cerises. « J'aimerais vraiment qu'ils accélèrent l'enquête, » souffla Madame Bantry. « Il y a un tueur dans le village, Jane. »« J'ose dire que oui, Dolly, » dit Miss Marple d'un ton doux en remuant son thé. « Mais je pense que la police se concentre davantage sur les motivations et les opportunités que sur les subtilités des comportements. C'est vraiment dommage. Les gens en disent long lorsqu'ils croient être utiles. » Elle posa délicatement sa tasse et se pencha en arrière, les doigts entrelacés sur ses genoux. « J'ai remarqué que Madame Drake n'est pas revenue à Hilltop Lodge depuis l'incident. » Madame Bantry cligna des yeux. « N'est-ce pas? Eh bien, je suppose que l'angoisserait. Je me sens un peu morbide quand mon chauffeur est assassiné à quelques mètres de là. Peut-être, mais Madame Drake ne me semble pas une femme excessivement accablée par les émotions. Elle séjourne au Old Bell à Brackhampton, sous prétexte de laisser les autorités tranquilles. J'ai pris la liberté de me renseigner. »« Bien sûr que oui, » dit Madame Bantry avec tendresse. « Alors qu'en pensez-vous? Elle est plutôt expérimentée, » dit Miss Marple d'une voix pensive. « Elle se produit normalement comme si elle avait répété, mais ce n'est pas son état d'origine. » Plus tard dans la journée, Miss Marple se rendit au bureau de poste, apparemment pour envoyer un colis, mais surtout pour engager la conversation avec Miss Weatherby, la maîtresse de poste, qui, comme beaucoup dans les petits villages, était à la fois un centre d'information et une observatrice sous-estimée de la nature humaine. « Eh bien, dit Miss Weatherby, après les plaisanteries d'usage, il y a eu une chose étrange, Miss Marple. Une lettre étrange est arrivée pour Madame Drake. Le matin du meurtre, les yeux de Miss Marple s'illuminèrent légèrement. « Oh, ce n'est pas arrivé par la poste. » Remis en main propre, l'enveloppe portant une adresse griffonnée à la va-vite. J'ai pensé que c'était peut-être le chauffeur qui l'avait déposé, même s'il n'allait généralement pas chercher le courrier. Tu te souviens de l'écriture? Plutôt lourd et volumineux, l'encre maculait, comme si elle avait été écrite rapidement. Pas d'adresse de retour. Et elle avait l'air la plupart perturbée quand je le lui ai donné. Perturbée comment? Pâle. Elle me l'a arraché comme si ça lui brûlait les doigts. Elle est partie sans même un bonjour. Ça ne lui ressemble pas. Enfin, en fait, c'est vrai, mais c'était différent. Merci, mademoiselle Weatherby. Ces détails sont toujours utiles. Les gens ne se rendent pas toujours compte de ce qu'ils communiquent par leurs réactions. Avant de partir, Miss Marple acheta 3 timbres dont elle n'avait pas besoin et une seule menthe poivrée qu'elle glissa délibérément dans son réticule. La personne suivante sur sa liste était la jeune Millicent Hartley. Miss Marple la retrouva chez elle, dans le petit cottage bien rangé qu'elle partageait avec son père, le chef de gare à la retraite. Millie était une jeune fille délicate, de 24 ans, aux poignets fins et à la voix douce, qui se portait volontaire à la guilde des fleurs de l'église, et n'oubliait jamais de nourrir les hérissons du cimetière. « Mademoiselle Marple, dit-elle en ouvrant la porte, je ne m'attendais pas à... Entrez. » Le salon sentait la cire à la lavande et le pain grillé légèrement brûlé. Millie proposa du thé, que Miss Marple déclina gentiment. « Je suis juste passée pour prendre de tes nouvelles, ma chère. Ce que tu as découvert a dû être un choc terrible. » Millie hocha lentement la tête. Ses mains tremblaient, tandis qu'elle lissait sa jupe. « C'était horrible, je n'arrive toujours pas à y croire. Tu allais vérifier les boîtes à hérissons, j'ai entendu dire? Oui, je fais ça parfois, surtout au crépuscule. Il y a des petits maintenant, et ils peuvent rester coincés sous les branches si on ne les dégage pas. » Miss Marple hocha la tête. « C'est très attentionné de votre part, mais ça sort un peu de votre routine, non ?» Millie parut surprise. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Eh bien, dit doucement Miss Marple, d'habitude tu les vérifies le matin. Je t'ai croisé 1 ou 2 fois en passant devant le cimetière en allant chez Madame Simmons pour le cercle de tricot. Et les jeunes ne changent généralement pas leurs habitudes sans raison. » Millie baissa les yeux. Ses jointures étaient devenues blanches. Je n'arrivais tout simplement pas à dormir. Miss Marple ne dit rien, laissant le silence s'étirer délicatement,
Finalement, Milly a laissé échapper « Je pensais qu'il rencontrait quelqu'un. » Le chauffeur? Milly hocha la tête. Je l'ai vu quelques soirs auparavant. Il était garé près du cimetière, assis là, à regarder autour de lui, comme s'il attendait. « J'attends qui? Je ne sais pas, » dit-elle rapidement. Mais je me suis dit que c'était peut-être quelqu'un avec qui il ne devrait pas être vu. C'est pour ça que je suis allé vérifier. J'étais curieuse, je suppose. Le ton de Miss Marple resta chaleureux. Vous avez bien fait de vous manifester. Même maintenant. Souvent, les gens ne le font pas, vous savez. Mais la vérité a tendance à remonter, comme la crème dans le lait. Milly offrit un fantôme de sourire, mais elle semblait plus pâle qu'avant, alors que Miss Marple rentrait chez elle. La brise soufflait dans les arbres, et quelques feuilles mortes s'agitaient sur la route comme des enfants nerveux. Ses pensées commençaient à s'harmoniser. Elle avait alors plusieurs observations à faire. Claude Fanshawe avait reçu, ou livré, une lettre mystérieuse le jour de sa mort. Dame Drake avait montré des signes de détresse, mais les avait rapidement enterrés. Milly Hartley avait été témoin de quelque chose, ou avait soupçonné quelque chose, plus qu'elle ne l'avait initialement admis, et, peut-être le plus intrigant, il restait la question du capuchon de conduite manquant et du bouton de nacre. Une fois chez elle, Miss Marple ouvrit un tiroir de son bureau et en sortit le bouton. Elle l'avait soigneusement nettoyé la veille. Il était d'une couleur crème pâle, provenant probablement d'un chemisier ou d'une robe délicate, et légèrement rayé en surface, peut-être suite à une chute. Elle le posa sur une petite soucoupe et s'assit dans son fauteuil, le tic-tac de l'horloge remplissant la pièce. Quel genre de femme portait de tels boutons? Ni les gouvernantes du village, ni les veuves, ni les matrones. C'était un objet à la mode, décoratif et peu pratique. Miss Marple se souvenait de ces boutons d'une certaine époque, la fin des années 1930. À la mode sur les robes de cocktail, les robes de scène et certaines tenues, artistes à noter. Elle repensa à Madame Drake, à ses manières théâtrales et à son passé mystérieux, à l'absence de renseignements qu'elle avait demandés, au chauffeur qui était peut-être plus qu'un simple domestique, à une lettre peut-être menaçante, à un rendez-vous dans l'ombre, près du vieux mur du cimetière, et d'une chose encore, Miss Marple se pencha en avant et tapa doucement sur le bouton. « Les gens oublient toujours, » murmura-t-elle, « que les morts ne peuvent pas ranger derrière eux. » L'inspecteur Craddock n'était pas homme à se laisser facilement égarer par les ragots ou les coups de théâtre. Pourtant, même lui admettait en privé que Madame Ursula Drake avait quelque chose d'étrange. « Elle est insaisissable, » murmura-t-il en arpentant le salon du colonel Bantry plus tard dans la semaine, notes à la main, la frustration s'infiltrant dans son ton habituellement posé. Elle ne ment pas ouvertement, mais elle ne dit pas la vérité non plus. Rien de concret pour la retenir, mais je n'arrive pas à me défaire du sentiment qu'elle joue un rôle. Le colonel Bantry, dont l'accueil de l'inspecteur était devenu une fierté villageoise, hocha solennellement la tête tout en se versant un autre verre de whisky. Elle me donne des frissons, cette femme. Tous ses sourires et ses soupirs théâtraux, comme si elle était sur scène, même quand personne ne la regarde. Miss Marple, assise tranquillement avec son tricot, fit un doux chum mais n'a pas interrompu. Elle prétend être à Hilltop Lodge la nuit du meurtre, en train de lire au lit, poursuivit Craddock. Pas d'alibi. La femme de chambre affirme s'être retirée tôt et n'être plus jamais descendue. Personne ne peut le vérifier. Et le chauffeur? Demanda doucement Miss Marple, les yeux toujours fixés sur ses aiguilles. On l'a vu partir en voiture peu après 20 heures. Des témoins du village l'ont vu prendre la route en direction du cimetière, puis plus rien. Personne ne l'a revu, jusqu'à ce que la jeune Milly découvre le corps. Le colonel Bantry grogna. Et aucun signe de lutte? Pas vraiment. Une bagarre peut-être, mais pas de blessure défensive. On dirait qu'il faisait confiance à tous ceux qu'il rencontrait. Miss Marple posa son tricot sur ses genoux et leva les yeux. Et s'il ne le faisait pas, attendre être attaqué? Craddock marqua une pause. Tu crois que c'était quelqu'un qu'il connaissait? Peut-être.
ou quelqu'un qu'il ne considérait pas comme dangereux, comme son employeur? C'est une possibilité, dit Miss Marple d'un ton doux, mais il faut être prudent. Quand les gens se comportent de manière théâtrale, cela ne signifie pas forcément qu'ils sont des méchants. Parfois, ils essaient simplement de paraître plus forts qu'ils ne le sont. Le colonel Bantry renifla. Elle ne me paraît pas faible. Non, acquiesça Miss Marple, mais la peur se cache souvent derrière l'audace. Craddock soupira. Nous avons enquêté sur le passé de Claude Fanshawe. Un peu trouble, en fait. Il avait commis quelques délits mineurs à Londres, rien de violent. Surtout des dettes de jeu. Il était lié à un groupe de Soho avant de débarquer à Brackhampton. Quelqu'un dans cette foule avait un lien avec Madame Drake? On ne peut rien prouver, mais elle a vécu dans pas mal d'endroits au fil des ans. Elle a changé de nom au moins une fois. Cela fit réfléchir Miss Marple. Oh! Elle s'appelait Ursula Denham. Elle a participé à des spectacles de music hall sous ce nom. Elle s'est réinventée sous le nom de Drake, il y a environ 5 ans. On se réinvente, murmura Miss Marple. Mais pas toujours avec succès. Les ombres ont la mémoire longue. Craddock parut pensif. Tu crois que quelque chose dans son passé l'a rattrapé? Je pense, dit Miss Marple en reprenant son tricot, que quelqu'un dans ce village en sait plus qu'il ne l'admet, peut-être plus qu'il ne le pense. La vérité a tendance à laisser des empreintes, même sur ceux qui ne la touchent pas, directement. Plus tard dans la semaine, une pause est arrivée, mais pas celle que l'inspecteur Craddock avait espérée. M. Thomas Hawthorne, le fossoyeur local, un homme calme et sobre dont on parlait rarement sauf en cas de besoin, est venu à la gare avec une histoire curieuse. Je passais devant le cimetière ce soir-là, dit-il, chapeau à la main. Ce n'est pas inhabituel. Ça m'arrive quand j'ai une tombe fraîchement creusée. Je vérifie la couverture, ce genre de choses. Craddock hocha la tête. Et qu'as-tu vu? Je n'ai pas vu grand-chose, mais j'ai entendu des voix, près du vieil If. As-tu entendu ce qu'ils ont dit? Pas les mots. Mais il y avait une femme en train de discuter avec un homme. Sa voix s'éleva, juste un peu, puis elle s'arrêta. Le silence régna un instant. Puis j'entendis des pas. Rapides, une paire. Je n'entendis pas l'autre. Quelle heure était-il? 8h10, peut-être un quart. Craddock a griffonné ça. Et tu n'es pas allé plus près? Monsieur Hawthorne parut gêné. Je ne voulais pas être vu en train d'espionner. Vous savez comment c'est. Mais il y avait quelque chose d'étrange. La femme pleurait. Enfin, c'est sonné comme si elle pleurait. Puis ça a changé, comme si elle riait à travers ses larmes. Miss Marple, qui était venue livrer un gâteau éponge à la gare et qui était restée pour cette visite inattendue, se redressa à cela. « Rires et larmes mêlées », dit-elle doucement. « C'est un état émotionnel très particulier. Que veux-tu dire ?» demanda Craddock. « C'est souvent ainsi que les gens réagissent lorsqu'ils croient avoir fait quelque chose d'irrévocable. » Le lendemain matin, le village s'est réveillé avec une nouvelle qui a surpris même les commères les plus cyniques. Madame Drake avait été amenée pour un interrogatoire formel. La raison publique. Elle n'avait pas d'alibi et il y avait des incohérences dans sa chronologie. La raison murmurée, l'inspectrice avait trouvé au fond du tiroir de son bureau un reçu d'un bijoutier de Brackhampton. Un reçu pour la réparation d'une montre en or, celle de Claude Fanshawe. Là, montre même retrouvée en fonctionnement à son poignet au moment de sa mort. Elle a prétendu que c'était un cadeau. A confié Craddock à Miss Marple en privé, qu'il le lui avait laissé avant de mourir. Mais le reçu est daté de 2 jours seulement avant le meurtre. Pourquoi ne pas le mentionner? Miss Marple fronça les sourcils. Parce qu'elle ne s'attendait pas à ce que tu le trouves, ce qui signifie que c'est plus important qu'elle ne le pensait. Elle a dit l'avoir payé elle-même, mais la note du bijoutier dit client, CF. Alors il a payé pour ça. Oui, alors elle a menti. Ou alors elle protégeait quelqu'un, dit doucement Miss Marple, ou elle-même. Le village était divisé.
Certains étaient de prêt à pendre Madame Drake avant même le début du procès. D'autres affirmaient qu'elle était victime de ragots malveillants et de la suspicion masculine. Elle-même n'a pas arrangé les choses, restant distante et froide pendant l'interrogatoire, refusant de pleurer. « Je n'ai pas tué Claude », dit-elle un jour d'une voix neutre, « mais je ne suis pas triste qu'il soit mort. »« Pourquoi ?» demanda Craddock. « Parce qu'il me ruinait. Il me vidait de mes ressources. Il avait des lettres, d'il y a longtemps. Il allait les vendre aux journaux. » « Quel genre de lettres ?» Madame Drake resta silencieuse pendant un long moment. « Les lettres d'un homme. Un homme très marié. Un homme célèbre. Si ces lettres avaient été publiées, j'aurais tout perdu. Pas seulement ma réputation, mais aussi ma retraite, mes investissements. Ça aurait été la fin de ma vie. Tu t'es disputé avec lui cette nuit-là? Je lui ai dit de partir. Je lui ai jeté les lettres et lui ai dit de faire de son mieux. Je lui ai dit que je ne me laisserais plus faire. Je l'ai laissé là, au cimetière. Vivant. Oui. Et qui d'autre était au courant pour les lettres? Elle hésita. Je ne sais pas. Je pensais seulement à lui. Miss Marple, invitée à observer d'un commun accord avec Craddock, observa attentivement. Elle ne dit rien jusqu'à ce qu'il soit seul. Elle ne ment pas à propos du chantage, a-t-elle déclaré. Craddock leva les yeux. « Tu es sûr ?»« Je suis sûr qu'elle croit-elle la laisser en vie. » Mais elle avait un mobile, une opportunité. Et pourtant, dit Miss Marple doucement, il y a quelque chose qui cloche. Elle est là évident suspecte, Charles, et les suspects évidents sont utiles. Ils détournent l'attention du véritable coupable. Craddock soupira. Nous voilà revenus au point de départ. Miss Marple se leva pour partir. Arrivée à la porte, elle se retourna. Pas tout à fait. Nous savons maintenant que quelqu'un d'autre était au cimetière cette nuit-là. Peut-être observait-il, peut-être attendait-il, et il a peut-être emporté quelque chose en partant. Tel que, Miss Marple sourit, une casquette ou un bouton, ou peut-être une raison de se taire. Les jours s'écoulaient avec un froid automnal qui s'insinuait dans l'air, et bien que le village de St. Mary Mead ait repris ses routines, livraison du matin, produits de boulangerie refroidis sur les rebords de fenêtres et service du dimanche rempli d'hymnes murmurés, il y avait un courant sous-jacent indéniable. La suspicion faisait désormais partie intégrante de la vie du village. Miss Marple, qui n'était jamais du genre à agir avec précipitation, avait passé la matinée avec son guide d'oiseaux ouvert sur ses genoux, identifiant ostensiblement les pinsons depuis la fenêtre de son salon, bien que ses pensées revenaient en fait encore et encore à ce seul bouton de perle. Ce bouton reposait toujours dans la soucoupe de son buffet, et même s'il ne semblait pas plus extraordinaire que n'importe laquelle des milliers de garnitures similaires cousues sur d'innombrables vêtements à travers le pays, Miss Marple savait qu'il n'en était rien. Les vêtements, comme le caractère, avaient une façon de se révéler à ceux qui les observaient attentivement. Elle se leva, glissa le bouton dans son réticule et se dirigea vers le centre du village. Sa destination était indéterminée, mais certaines Hilltop Lodge étaient restées inoccupées depuis que Madame Drake avait été interpellée. Bien qu'elle n'ait pas été formellement inculpée, on lui a conseillé de rester à The Old Bell à Brackhampton, pendant que l'inspecteur Craddock poursuivait son enquête. C'était une grande maison carrée, avec du lierre rampant sur un mur, et une bordure bleu paon sur les volets, une touche flamboyante qui reflétait le sens du style de sa propriétaire. Mais ce que Miss Marple remarqua surtout à son arrivée, c'était le calme. Pas de jardinier, pas de femme de ménage. Seul le léger balancement du courrier non ramassé et une tache humide sur l'allée où les feuilles persistaient obstinément. Elle fut accueillie à la porte par Madame Clegg, la femme de ménage qui s'occupait de plusieurs propriétés dans la région et qui gérait désormais l'entretien léger pendant l'absence de Madame Drake. « Bonjour, Miss Marple », dit Madame Clegg en s'essuyant les mains sur son tablier. « Vous venez jeter un coup d'œil ?» Miss Marple lui offrit un sourire aimable. « Juste une petite course pour Madame Bantry.
Elle était curieuse de savoir si Madame Drake avait oublié le recueil de cantiques qu'elle lui avait prêté dimanche dernier. Madame Clegg semblait hésitante. « Je suppose que vous pouvez entrer. Je fais le ménage dans le salon ce matin. » À l'intérieur, la maison était exactement comme Miss Marple l'avait imaginée, élégante, soignée et performative. Le salon était orné de rideaux de velours spectaculaires. Une légère odeur de lilas flottait dans le couloir, et plusieurs photographies ornèrent la cheminée, des portraits pour la plupart. Des hommes, aux traits ciselés. L'une d'elles portait une signature à l'encre argentée. À Ursule, de tout mon cœur. Le salon était bien entretenu, mais le regard de Miss Marple se porta sur le porte-manteau dans le couloir. Un foulard en soie y était suspendu, vert foncé brodé coûteux. Juste au-dessus, sur une petite table d'appoint, se trouvait une brosse à cheveux dont quelques mèches auburn étaient coincées dans les poils. Mais aucune trace du chemisier bleu que Madame Drake avait porté le jour de la réunion du club de jardinage. « Madame Clegg ?» demanda Miss Marple d'un ton léger. « Madame Drake faisait-elle elle-même sa lessive ?»« Oh non, mademoiselle, » répondit Madame Clegg en arrivant, un chiffon à la main. « Elle envoyait des choses à Wicks à Brackhampton. On les retirait tous les jeudis. » « Le linge a-t-il été récupéré le lendemain matin de l'incident ?»« Non, mademoiselle. Elle aurait été emmenée par la police la veille de la date limite. J'ai trouvé le sac encore dans le panier à linge à l'étage quand je suis passé il y a quelques jours. Je l'ai laissé au cas où. » Miss Marple pencha la tête. « Puis-je... » Madame Clegg hésita, puis hocha la tête. « C'est juste dans la chambre principale. » La pièce à l'étage était saisissante par sa palette de couleurs, des rouges profonds, de lourds rideaux et une coiffeuse encombrée de flacons de cosmétiques et de parfums. Le panier à linge trônait à côté de l'armoire, un élégant meuble en osier. Miss Marple l'ouvrit délicatement. À l'intérieur se trouvaient plusieurs articles en soie. Une robe de chambre, un jupon et près du bas, un chemisier bleu pâle, froissé avec de délicats boutons de perles. Elle le sortit doucement et l'examina. 4 boutons sur le devant. Il en manque un. Son souffle s'arrêta. Les coutures étaient effilochées. Des fils pendaient. Elle retourna le vêtement et son regard remarqua autre chose à peine visible. Une tache sombre et discrète au poignet. Sèche maintenant, mais indéniablement du sang. Elle le replia, tel qu'il était, et le remit dans le panier. Plus tard, dans la journée, l'inspecteur Craddock arriva à la demande de Miss Marple. Elle l'avait invité à prendre le thé, une invitation qu'il savait qu'il valait mieux ne pas refuser. Il fut accueilli avec un sourire, une assiette de gâteau aux graines et le bouton, désormais nettoyé et niché dans une petite enveloppe. « Blanche, je crois, dit doucement Miss Marple, que cela appartient à un chemisier que j'ai trouvé dans le panier à linge de Madame Drake. » Craddock fronça les sourcils. « Tu es entré dans la maison ?» Avec l'aimable autorisation de Madame Clegg. J'ai pris soin de ne rien déranger. Le chemisier était déchiré. Il manquait un bouton, et une tache sombre s'était formée sur la manche. Il se pencha en avant. Du sang, je le soupçonne, suffisamment pour suggérer un contact physique, peut-être pendant une bagarre, ou peut-être immédiatement après. Craddock se rassit en expirant. Pourquoi n'a-t-elle pas envoyé le chemisier avec le reste? Parce qu'elle savait que cela soulèverait des questions. La déchirure, la tache, tout cela suffirait à inquiéter même le notaire le plus optimiste. Mais elle ignorait peut-être que le bouton était tombé, ou peut-être espérait-elle l'avoir perdu avant la bagarre. Et vous pensez que cela la lie plus fermement au meurtre? Miss Marple pencha la tête. Cela complique les choses, c'est sûr, mais je ne suis pas encore convaincu qu'elle ait porté le coup fatal. Elle l'a peut-être affronté, lutté avec lui, mais je crois que quelqu'un d'autre est arrivé plus tard. Pourquoi? Parce qu'elle n'aurait pas gardé le chemisier si elle l'avait tué. C'est un risque qu'elle ne prendrait pas avec son instinct. Elle est bien trop futée. Ce chemisier était destiné à disparaître. Elle n'en avait tout simplement pas le temps. Craddock resta silencieux un instant. On va faire tester. La blouse.
et je l'interrogerai à nouveau. Je pense que vous devriez aussi demander qui a eu accès à la maison après le meurtre, dit doucement Miss Marple. Pas seulement Madame Clegg, il y en avait peut-être d'autres, peut-être quelqu'un qui cherchait ces lettres. Craddock lui lança un regard en coin. Tu crois qu'ils sont encore dans la maison? Je pense qu'ils ont peut-être été cachés et peut-être retrouvés. Mais s'ils ont été enlevés, quelqu'un garde le silence. Il termina son thé et se leva. Vous réalisez, Miss Marple, que vous me facilitez la tâche et la compliquez infiniment. Elle sourit, imperturbable. Le travail de détective, Charles, c'est un peu comme du jardinage. On attend surtout, mais de temps en temps, il faut creuser un peu. Alors que le crépuscule tombait ce soir-là, Miss Marple était assise seule dans son salon, le feu crépitant doucement et son tricot mis de côté. Elle a passé en revue tout ce qu'elle savait. Un chauffeur qui fait chanter son employeur, une femme avec des secrets, un témoin qui a entendu des rires et des larmes, un chemisier avec du sang dessus, et quelqu'un, toujours invisible, qui était présent au cimetière cette nuit-là et dont la présence avait été oubliée. Quelqu'un qui avait eu la présence d'esprit d'enlever un bouchon, de s'éclipser sans être vu, et peut-être de s'emparer des lettres à ses propres fins. Elle reprit le bouton et le retourna dans sa paume. La question, murmura-t-elle à voix haute, est de savoir qui avait le plus à perdre, si ces lettres étaient devenues publiques. Et tandis qu'elle fixait le feu, la première véritable lueur de compréhension prit forme dans son esprit. Pas une conclusion, pas encore, mais la forme d'une conclusion, planant juste au bord de la lumière. Le dimanche suivant apporta une bruine grise et un froid humide qui s'accrochaient aux chaumières en pierre et s'infiltraient dans chaque recoin de St. Mary Mead. Mais à l'intérieur de l'église, les bougies brillaient chaleureusement, et le doux bourdonnement de l'orgue emplissait la nef d'une solennité familière. Miss Marple était assise sur son banc habituel, à 3 rangs du premier rang, les mains soigneusement jointes sur ses gants, la posture parfaitement droite. À sa gauche se trouvait Madame Bantry, à sa droite Madame Luscombe, plutôt sourde, qui fredonnait chaque cantique à un demi-temps du reste de l'assemblée. De l'autre côté de l'allée étaient assis les Steels, le vicaire et son épouse, et notamment Millicent Hartley, au dernier banc. Miss Marple n'avait pas parlé à Milly depuis leur conversation précédente, mais elle avait remarqué certaines choses. L'attitude renfermée de la jeune fille, ses yeux cernés et une lueur occasionnelle de culpabilité lorsque son regard dérivait vers le chemin du cimetière visible à travers les vitraux. Et ce matin, Milly n'était pas seule. Un homme était arrivé avec elle, inconnu, déplacé, grand, la mâchoire pointue et un manteau à la coupe londonienne. Il était assis à côté d'elle, raide, promenant son regard autour de l'église comme s'il s'agissait d'un décor de théâtre. Les yeux de Miss Marple se rétrécirent légèrement. Après le service, alors que la congrégation sortait sous des parapluies et murmurait des plaisanteries en se tenant les doigts levés, Miss Marple les intercepta près de la porte de l'église. « Mademoiselle Hartley, » dit-elle d'un ton plutôt aimable, « quelle surprise de vous voir en compagnie ce matin. » Milly rougit. « Mademoiselle Marple, voici mon cousin, Monsieur Geoffrey Lennox. Il est de Londres. » « C'est vraiment gentil. Quel plaisir de voir un nouveau visage à St. Mary Mead. » Monsieur Lennox inclina poliment la tête. « Charmé. Un sacré voyage, j'imagine, pour une visite dominicale? J'avais besoin de parler à Milly. C'est une affaire de famille. Tu comprends. » Miss Marple hocha la tête, l'air inchangé. « Tout à fait. La famille a toujours le don de se montrer disponible quand les choses se compliquent. » Les yeux de Milly se baissèrent brusquement. « On allait justement à la maison, Miss Marple. »« Bien sûr. Mais si vous me permettez de m'accorder un moment de votre temps plus tard cette semaine, Mademoiselle Hartley, je prépare quelques compositions florales pour la réception de l'église et j'admire toujours votre travail avec les dahlias. » Milly parvint à hocher la tête, même si sa voix s'élevait à peine au-dessus du vent. « Oui, oui, bien sûr. » Miss Marple s'écarta, les laissant passer, son expression aussi sereine que jamais. Mais en les regardant partir, elle prit note.
Geoffrey Lennox n'était pas simplement de la famille. Sa tension, sa façon d'examiner le village, ses paroles, brèves et calculées, ce n'était pas un homme qui rendait visite à tout le monde. Il était venu parce qu'il avait besoin de régler quelque chose, et gérer. Miss Marple le savait par des années d'expérience, était presque toujours un code pour se cacher. Le lendemain, Miss Marple eut une conversation tranquille avec l'inspecteur Craddock dans le jardin arrière du presbytère, sous prétexte d'examiner les rosiers. « Il y a un homme qui se fait appeler Geoffrey Lennox, » dit-elle doucement en ajustant ses gants. « Il prétend être le cousin de Millicent Hartley. » Craddock fronça les sourcils. « Lennox ? Ce nom me dit quelque chose. » Miss Marple esquissa un léger sourire. « C'est normal. Il a été mentionné. Dans l'un des tabloïds les plus populaires il y a quelques années. Avocat devenu financier, a représenté plusieurs clients douteux. Disparu après un désaccord public avec son cabinet. On a parlé d'irrégularité. Et il est Milly's cousin. » Miss Marple hocha la tête. « J'ai vérifié auprès de Madame Hartley, la tante de Milly. C'est le fils de sa défunte sœur. Ils ne s'étaient pas vus depuis des années. Et pourtant, le voilà, quelques jours, seulement après le meurtre d'un homme possiblement impliqué dans un chantage. » Craddock expira lentement. La question est donc, Lennox protégeait-il Milly, ou Milly le protégeait-elle, ou les deux? Ce soir-là, Craddock fit une visite officielle au cottage Hartley. Il était poli, mais direct. « Monsieur. »« Lennox, » dit-il debout dans l'embrasure de la porte, tandis que l'âtre crépitait derrière lui. « Pourriez-vous m'accompagner au poste? J'aimerais clarifier votre lien avec le défunt. »« Je n'ai jamais rencontré Claude Fanshawe, » dit Lennox d'un ton neutre. « Je suis venu à St. Mary Mead pour m'assurer que mon cousin était en sécurité. C'est tout. » « À l'abri de quoi? »« Du scandale, » répondit Lennox avec le calme et la froideur d'un homme qui avait déjà prononcé de telles paroles. « Vous savez comment les choses se propagent dans les villages. C'est elle qui a trouvé le corps, n'est-ce pas? Les rumeurs sont inévitables. » Craddock jeta un coup d'œil à Milly, qui était assise silencieusement dans un coin serrant un mouchoir. « Vous avez parcouru un long chemin pour protéger quelqu'un des ragots. »« Je suis venu parce que Milly m'a écrit, » dit Lennox. Avant que Milly puisse répondre, elle avait peur, elle n'a pas dit pourquoi. L'attention de Craddock se tourna vers la jeune fille. « C'est vrai, mademoiselle Hartley ?» Milly hocha lentement la tête. « J'ai vu quelque chose cette nuit-là. Quelque chose que je n'ai dit à personne. » Lennox se raidit. « Milly ?» Elle leva les yeux vers lui, tremblante. « Non, Geoff, il est temps. » Sa voix était faible, à peine audible. « Après, Claude, après l'avoir trouvé, j'ai couru, mais je ne suis pas rentré chez moi. Je me suis arrêté près de la clôture du cimetière. J'ai cru voir quelqu'un d'autre. Une ombre. Juste une seconde. J'ai pensé que c'était peut-être mon imagination. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Demanda Craddock. J'avais peur. Peur d'être entraîné dans quelque chose, et je ne savais pas si ça avait de l'importance. Avez-vous reconnu la silhouette? Milly hésita. Je crois que c'était une femme. Craddock resta silencieux un instant. Décrivez ce que vous avez vu. Milly déglutit. Grande, avec un chapeau, pas un bonnet, plus élégant, et des gants. Elle marchait vite. J'ai pensé sur le moment que c'était Madame Drake. Mais maintenant, je n'en suis plus sûr. Pourquoi pas? Parce que, à cause de sa démarche. Elle ne se pressait pas comme quelqu'un qui vient de commettre un crime. Elle était déterminée. Déterminée. Et tu l'as dit à ton cousin? Milly hocha la tête. Je ne savais pas quoi faire. Craddock se tourna vers Lennox. Vous comprenez l'impact que cela a sur l'enquête? Je comprends, dit Lennox froidement, que ma cousine soit jeune et effrayée. Elle pensait l'aider. Craddock n'insista pas davantage, mais il partit avec un soupçon plus profond, ancré dans son esprit. Le problème ne résidait pas seulement dans les mensonges, mais aussi dans le timing. On ne dissimulait pas la vérité sans raison, et certaines raisons étaient bien plus dangereuses que d'autres. Ce soir-là,
Miss Marple était assise près du feu et relisait une vieille lettre qu'elle conservait depuis des années. Pas une lettre de chantage, mais une lettre de son neveu, Raymond, dans laquelle il décrivait un collègue théâtral tombé sous le charme d'un charmant avocat, à la voix de soie et à la conscience d'une montre de poche facile à remonter. Le nom qu'il avait mentionné, Geoffroy Lennox. Elle plia lentement la lettre. Claude Fanshawe avait probablement conservé ces lettres comme moyen de pression, mais leur contenu impliquait peut-être plus que Madame Drake. Quelqu'un d'autre avait peut-être des raisons de craindre leur révélation. Quelqu'un lié à la vie passée d'Ursula Drake. Quelqu'un qui l'avait aimée ou exploitée un jour. Quelqu'un d'assez malin pour mettre en scène un crime. Miss Marple se leva, se prépara une tasse de lait chaud et se rassit. Il était temps, pensa-t-elle, que quelqu'un soit perturbé, et elle savait exactement comment le faire. La pluie s'abattait sur les fenêtres du Old Bell de Brackhampton. Ursula Drake était assise dans un fauteuil à haut dossier en velours du salon de lecture de l'hôtel, une tasse de thé fraîchement tiédiant à son coude. L'actrice autrefois glamour paraissait moins soignée désormais, ses cheveux auburn plus détachés que d'habitude, ses yeux fatigués et cernés d'une légère ombre. Pourtant, elle restait assise, le regard fixé sur la porte comme si elle attendait un public. Elle n'a pas bronché lorsque Miss Marple est entrée. « Bonjour, Madame Drake », dit aimablement Miss Marple en retirant ses gants humides et en les pliant soigneusement sur ses genoux. « J'espère ne pas vous déranger. »« Pas du tout », répondit Ursula d'une voix cassante. « Cette ville a déjà suffisamment envahi. » Miss Marple lui offrit un sourire compatissant. La campagne anglaise est très douée pour cacher les secrets, mais pas pour les garder. Ursula détourna le regard. Ils finissent toujours par trouver une issue. « Je t'ai apporté quelque chose, » dit Miss Marple en sortant une petite enveloppe blanche de son sac à main. Elle la déposa délicatement sur la table. Ursula hésita puis l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait le bouton de nacre. Elle resta silencieuse un instant, puis avec précaution, elle glissa l'enveloppe vers Miss Marple. « Je suppose que vous êtes venu me dire que j'en ai fini. » Le ton de Miss Marple resta calme. « Je suis venu te demander si tu en avais assez de faire semblant. » Un silence s'installa entre eux. « Je ne l'ai pas tué, » dit enfin Ursula. Il était ignoble. « Mais je ne l'ai pas tué. »« Je vous crois, » dit doucement Miss Marple. « Mais je crois aussi que vous savez qui aurait pu le faire. » Les mains d'Ursula se resserrèrent autour de sa tasse de thé. « Je l'ai affronté au cimetière. Je l'ai supplié d'arrêter. Il a ri. Il a dit que les lettres lui feraient gagner une fortune. Je l'ai giflé. Il m'a attrapé le poignet. Je me suis détourné et j'ai pris la fuite. C'est la vérité. Et ton chemisier? Je l'ai déchiré en tombant. Il y a une racine près de l'if. Je n'ai remarqué le sang qu'en rentrant. C'était le sien, pas le mien. Ça devait venir. De sa main. Il m'a griffé, voyez-vous. Pourquoi le cacher? La voix d'Ursula baissa. Parce que personne ne croit aux femmes comme moi. Glamour, dramatique et pleine de secrets. Le rôle de méchante me convient trop bien. Miss Marple fit un petit signe de tête presque maternel. Oui, mais la vérité correspond rarement à nos attentes. On frappa à la porte, et un instant plus tard, l'inspecteur Craddock entra, enlevant les gouttes de pluie de son pardessus. « Miss Marple, » dit-il en souriant. « Madame Drake. » Ursula se leva. « Vais-je être arrêté? »« Non, » répondit simplement Craddock. « Mais j'aimerais te montrer quelque chose. » Il posa une feuille de papier sur la table, une liste dactylographiée. Ursula a lu la première ligne à haute voix. Inventaire des documents récupérés Hilltop Lodge. Son souffle s'arrêta. « Tu as trouvé les lettres ?» Craddock hocha la tête. Caché derrière un faux panneau dans le bureau, pas dans le tiroir mais dans le corps même du bureau. Il semble que notre maître chanteur n'était pas aussi malin qu'il le pensait. Les yeux d'Ursula parcoururent la page, puis se plissèrent. « C'est incomplet. »« Exactement, » dit Craddock. Le reçu du bijoutier s'y trouvait. Mais plusieurs pages de correspondance personnelle manquaient, y compris une lettre
que vous avez adressé à un certain Geoffrey Lennox. Le nom est resté dans l'air comme un coup de tonnerre. C'est ce que je pensais, dit doucement Miss Marple. Ursula s'assit lentement, stupéfaite. Il m'a écrit une fois, murmura-t-elle. Il y a des années, je n'ai jamais répondu. Mais il avait des raisons de vouloir que cette lettre disparaisse, a déclaré Craddock. Si elle était retrouvée, elle le relierait non seulement à vous, mais aussi aux circonstances dans lesquelles vous avez abandonné votre carrière théâtrale. On spécule maintenant que ce n'était pas volontaire. Ursula fixa l'enveloppe. Il m'a ruiné, discrètement, poliment, et quand Claude a trouvé cette lettre, Miss Marple se pencha en avant. Il n'avait pas besoin d'assassiner Claude. Fanshawe, voyez-vous, à moins de croire que ces lettres seraient utilisées. Ce qui signifie qu'il savait ce que Claude avait, et cela ne peut signifier qu'une chose. Il les a lus, dit Ursula. Ou on m'en a parlé, ajouta Craddock. Par un proche de Claude, quelqu'un comme une jeune femme qui a découvert le corps, et qui en a peut-être vu plus qu'elle ne l'a admis. Ursula leva brusquement les yeux. Milly? Mais pourquoi? Elle a peur, dit doucement Miss Marple. Mais pas coupable, simplement piégée. Elle a vu Lennox après le meurtre, peut-être avant. Il est venu nettoyer ce que Claude avait menacé de révéler. Craddock hocha la tête. Nous soupçonnons qu'il est entré à Hilltop Lodge peu après le départ de la police cette première nuit. Le faux panneau montrait des signes de troubles récents. C'est ainsi qu'il a obtenu les lettres. Mais il en a raté une, dit Miss Marple en tapotant l'enveloppe, et un seul bouton peut en dire plus qu'une page de lettres. De retour à St. Mary Mead, l'annonce de l'arrestation de Geoffrey Lennox était pesante. Officiellement accusée, d'entrave à la justice, Mademoiselle Marple était certaine que la vérité éclaterait en temps voulu, de manière plus dramatique. Les lettres manquantes, conjuguées aux incohérences de sa chronologie, avaient mis à mal sa défense impeccable. C'est Millicent Hartley qui a craqué sous le poids de la vérité. Elle est arrivée au presbytère un après-midi pluvieux, son manteau trempé et ses yeux gonflés. Je ne savais pas ce qu'il préparait, sanglota-t-elle à Miss Marple assise à côté d'elle, la main réconfortante. Je lui ai raconté ce que j'avais vu, ce que Claude avait dit à propos des lettres. Je pensais qu'il avertirait Ursula ou l'aiderait, mais il est allé à la maison. Je l'ai vu partir. Cette nuit-là, j'ai reconnu son manteau. Il m'a menti. Tu avais peur, dit doucement Miss Marple, mais tu n'étais pas impliqué dans son crime. Je ne savais pas comment le défaire. En parlant maintenant, dit Miss Marple, vous l'avez déjà fait. Plus tard, autour d'un thé tranquille avec l'inspecteur Craddock, Miss Marple a résumé « Claude Fanshawe était un maître chanteur. Il utilisait sa position pour manipuler Ursula Drake et tentait de tirer profit de son passé. Lennox, qui avait lui-même des raisons de craindre ces lettres, voyait une solution. Peut-être avait-il seulement l'intention de récupérer les documents. Mais lorsqu'il rencontra Claude, par hasard ou par arrangement, il fut pris de panique. Une bagarre éclata. Et il a fait comme si quelqu'un d'autre l'avait fait. Miss Marple hocha la tête. Il a semé l'idée que Madame Drake avait un mobile. Il savait que sa nature la ferait passer pour coupable. Ça a presque marché. Mais il a laissé quelques détails, dit Craddock en souriant. On dit toujours que ce sont les plus petits détails qui trahissent la vérité. En effet, dit Miss Marple en sirotant son thé. Des boutons, une lettre égarée, un cousin arrivé trop vite. Les meurtriers raisonnent toujours en termes de risque. Mais ils sous-estiment à quel point le monde remarque quand quelque chose est déplacée. Ou quand quelqu'un, ajouta-t-elle d'une voix plus douce, apparaît alors qu'il n'a aucune raison réelle d'être là. Craddock leva sa tasse de thé en guise de salut. À de petits détails, Miss Marple lui rendit son geste, et à la nature humaine. Le village de St. Mary Mead avait retrouvé une certaine normalité, même si l'air vibrait encore de rumeurs et de spéculations. L'arrestation de Geoffrey Lennox avait fait le tour de toutes les tables de thé et de toutes les files d'attente des bureaux de poste en une journée. Pourtant,
certaines pièces du puzzle n'étaient pas encore parfaitement alignées, dû moins pas à la satisfaction de Miss Marple. Les faits essentiels étaient de presque établis. Claude Fanshawe avait fait chanter Ursula Drake. Il avait obtenu un ensemble de lettres compromettantes, dont l'une reliait Geoffrey Lennox à un passé scandaleux. Lennox avait des raisons de réduire Claude au silence et avait effectivement pris des mesures pour faire disparaître les documents compromettants. Mais le sens de la justice de Miss Marple ne se contentait pas de récits bien ficelés. Elle avait trop observé, trop vu de drames humains se dérouler sous des nappes de dentelle et des haies, pour croire que Lennox avait agi entièrement seul, parce qu'elle savait que les meurtres se produisaient rarement dans le vide. Et quelque chose dans le silence effrayant de Millie Hartley la troublait encore. Mardi après-midi, Miss Marple invita Millie à prendre le thé. L'invitation ne lui était pas adressée avec un but grandiose, mais avec la douceur et la chaleur d'une grand-mère. « Viens, ma chérie, m'aider à tailler la lavande. Elle pousse à l'état sauvage et je n'ai plus la force de la faire ces jours-ci. » Millie arriva consciencieusement, pâle et agitée. Elle était assise au bord du fauteuil comme un oiseau prêt à s'envoler. Miss Marple versa du thé, proposa un gâteau éponge, puis, après un silence confortable, dit « Vous avez été courageux, vous savez, d'avoir raconté ce que vous avez vu. » Millie baissa les yeux vers sa tasse de thé. « J'aurais dû le faire plus tôt, là, peut-être. Mais le timing est souvent brouillé par la peur. On se dit que la vérité peut attendre. » Millie fit un petit signe de tête. « Pourtant, » continua Miss Marple, « il y a quelque chose qui ne me convient pas vraiment. » Millie se figea. « Voyez-vous, » poursuivit Miss Marple, « vous avez dit à l'inspecteur avoir vu une femme, grande, portant un chapeau, quitter le cimetière ce soir-là. Mais je me demande, ma chère, avez-vous vraiment vu quelqu'un ?» Les yeux de Millie s'écarquillèrent. « Je ne veux pas vous accuser, » dit doucement Miss Marple. « Je me demande simplement si quelqu'un dit de le dire, de suggérer la silhouette d'une femme. » Millie se leva brusquement et cogna sa tasse de thé. « Je devrais y aller. » Miss Marple se leva à son tour. « C'était Geoffrey Lennox, n'est-ce pas? Il vous a demandé de mentir. » Les épaules de Millie tremblaient. « Il a dit que ça te protégerait, » dit doucement Miss Marple. « Mais en réalité, il voulait dire que ça te protégerait, lui. » Millie se retourna, sa voix à peine chuchotée. « Il m'a dit que Claude était dangereux, qu'il pourrait s'en prendre à moi ensuite. Il a dit que si je faisais allusion à quelqu'un d'autre, une femme, on ne le regarderait pas. L'as-tu vu cette nuit-là » Millie secoua la tête. « Non, mais je savais qu'il était allé voir Claude. Il m'a dit qu'il devait arranger les choses. Je n'ai compris ce qu'il voulait dire que trop tard. » Miss Marple prit doucement la main de Millie. « Tu portes ce fardeau depuis trop longtemps, ma chère. Il ne t'appartient pas. » Millie se laissa retomber sur sa chaise en sanglotant doucement. « Je croyais que je l'aidais. On s'est servi de toi, » dit Miss Marple en écartant une mèche de cheveux du visage de la jeune fille. « Mais tu n'es pas la seule. » Ce soir-là, Miss Marple écrivit une courte lettre et la posta elle-même. Elle choisit ses mots avec soin. Le lendemain matin, Geoffrey Lennox a été escorté de sa cellule de détention vers une pièce privée du poste. Miss Marple l'attendait, assise avec son calme habituel derrière un bureau simple, une tasse de thé devant elle. Lennox ne parut pas impressionné. « C'est censé être un confessionnal ou une crèche ?» Elle sourit. « Je trouve qu'une bonne tasse de thé peut faire ce que des heures de cris ne peuvent pas faire. » Il est resté debout. « Je pensais vous donner l'occasion, » dit-elle, « d'expliquer ce qui s'est réellement passé. »« Je l'ai déjà fait, » répondit Lennox d'une voix douce. « Vraiment? Je me le demande. » Elle sirota son thé. « Parce que je crois que l'histoire est encore incomplète. » Il croisa les bras. « Tu n'as aucune autorité ici. »« Absolument rien, » acquiesça Miss Marple. « Juste une observation, mais je pense que vous aimeriez savoir que les lettres de Claude ne sont pas les seules choses laissées derrière. » Son front se fronça. « J'ai pris la liberté, » poursuivit-elle, «
de parler à une couturière de Brackhampton qui raccommodait souvent les robes de Madame Drake. Elle se souvient avoir un jour retouché une robe de cocktail, bleu nuit, avec des boutons de nacre au poignet. Lennox ne dit rien. Un de ces boutons a été retrouvé près du corps de Claude. Un bouton de femme, certainement, mais pas celui du chemisier que portait Madame Drake ce jour-là. Toujours le silence. « Voyez-vous, » dit Miss Marple, « Madame Drake a peut-être giflé Claude, mais elle ne l'a pas tué. Et je ne crois plus. Toi fait l'un ou l'autre. » Cela le fit cligner des yeux. Juste une fois. Miss Marple se pencha légèrement. « Mais vous étiez là, n'est-ce pas? Vous êtes allé récupérer les lettres. Vous avez lutté avec lui. Vous l'avez peut-être frappé, peut-être pas mortellement. Vous avez paniqué, et vous êtes parti. » Il serra les dents. Si c'était vrai, qu'est-ce que ça changerait maintenant? Parce que quelqu'un d'autre a terminé le travail. C'était là une légère lueur d'alarme dans ses yeux. Je crois que Claude était blessé, mais encore en vie lorsque vous avez pris la fuite, et quelqu'un d'autre, quelqu'un d'inattendu, est arrivé peu après. Peut-être une personne que Claude a sous-estimée. Elle laissa le silence planer. Lennox déglutit. « Millie ? Non, » répondit doucement Miss Marple. « Elle est bien des choses, mais pas une tueuse. » Elle fouilla dans son sac à main et en sortit une photo prise du haut de la cheminée d'Ursula Drake. Un portrait dédicacé. À Ursule, de tout mon cœur. R. « Savez-vous qui est cet homme ?» demanda-t-elle. Lennox y jeta un coup d'œil. Un acteur de théâtre. Rupert Ashcroft. Il est mort il y a des années. En effet, mais il avait une sœur. Discrète, et comme beaucoup de sœurs d'hommes en difficulté, protectrice. Elle a travaillé comme assistante costumière à l'Empire Theatre, douée avec une aiguille, encore meilleure pour écouter derrière les rideaux. Miss Marple posa la photo. Elle s'appelait Cora Ashcroft. Maintenant, à St. Mary Mead, on la connaît sous le nom de Madame Clegg, la femme de ménage de Madame Drake. Lennox ne parla pas. Claude Fanshawe a dû mentionner les lettres, poursuivit Miss Marple, peut-être dans un pub, peut-être par inadvertance, en se vantant. Madame Clegg, ayant travaillé dans les coulisses, reconnaissait le nom. Elle connaissait le risque. Elle avait vu l'effet du scandale sur son frère. Elle est allée au cimetière, dit Miss Marple, plus doucement maintenant. Peut-être pour le confronter, ou peut-être simplement pour le supplier. Mais ça a mal tourné, Claude avait déjà été blessé, peut-être a-t-il proféré une menace. Elle a saisi sa chance. Lennox détourna le regard. « Voyez-vous, » dit Miss Marple en joignant les mains, « même un meurtre peut naître de la loyauté, surtout de la loyauté. » Enfin, Lennox prit la parole. Elle ne voulait pas le tuer. « J'en doute, » acquiesça Miss Marple. « Mais elle l'a fait. Et puis elle a essayé de le dissimuler. Vous l'avez aidé, n'est-ce pas? Je ne savais pas au début. Mais quand elle me l'a dit, il s'arrêta. Je lui devais bien ça. Elle s'est occupée d'Ursula comme d'une sœur. Et Ursula ne le sait pas? Non. Miss Marple se leva. Alors, vous le direz à l'inspecteur. Et la vérité finira ce que la culpabilité n'a pas pu faire. Lennox hocha lentement la tête, comme un homme voyant la lumière du jour pour la première fois. Ce soir-là, alors que le crépuscule tombait sur le village, Miss Marple était assise près de sa fenêtre, un châle doux drapé sur ses épaules. Elle regardait les ombres s'étendre sur la route et écoutait le doux tic-tac de l'horloge. Les pièces s'étaient enfin alignées, pas parfaitement, mais honnêtement. Claude Fanshawe est mort parce qu'il avait sous-estimé les gens, sous-estimé leur loyauté, leurs secrets et, plus fatalement, leur capacité à défendre ce qui comptait. Et finalement, ce n'était pas la célèbre actrice, ni la jeune fille effrayée, ni l'avocat raffiné qui avait commis l'acte final. C'était une femme que personne n'avait remarquée, mais Miss Marple le remarquait toujours. L'atmosphère dans le salon du domaine de Bantry était chargée de tension, même si, en apparence, tout semblait civilisé. Le thé avait été servi, le gâteau aux graines servi, et le feu crépitait poliment derrière sa grille en laiton. Pourtant,
Une gravité tranquille régnait dans la réunion, comme si les invités pressentaient que quelque chose d'ultime était sur le point de se produire. Étaient présents l'inspecteur Craddock, le colonel et Madame Bantry, Ursula Drake, et, assise dans son coin habituel avec un léger sourire et les mains jointes, Mademoiselle Jane Marple, Madame Bantry, qui avait déjà deviné qu'il ne s'agissait pas d'un thé ordinaire, s'assit raidement sur le bord de son siège, regardant anxieusement les visages présents dans la pièce. « Je suppose, dit-elle, que nous ne sommes pas ici simplement pour discuter de taille rosier. » Miss Marple hocha doucement la tête. « Non, Dolly, je crains que ce thé soit plutôt sérieux. » Craddock se tenait debout, ses papiers à la main, bien qu'il ne les eût pas encore ouverts. Il s'en remettait à Miss Marple, comme cela devenait de plus en plus habituel. L'expression d'Ursula Drake était indéchiffrable, ses cheveux auburn ramenés en arrière, son manteau impeccable malgré la bruine grise qui persistait dehors. Elle avait tout d'une grande dame. Pourtant une lueur brillait dans ses yeux, de la résignation peut-être, ou de la méfiance. « Miss Marple, » a déclaré Craddock, « croit qu'elle peut désormais clarifier tout ce qui s'est passé. La nuit où Claude Fanshawe est mort. »« Clarifier ?» demanda doucement Ursula, « ou accuser ?» La voix de Miss Marple était calme et chaleureuse, comme si elle expliquait un conseil de jardinage plutôt qu'un meurtre. « Ni l'un ni l'autre. Ma chérie, dit-elle, dis seulement la vérité. Et je crois que tu le souhaites aussi. » Il y eut un moment de silence. « Le problème avec la vérité, » poursuivit Miss Marple, « c'est qu'elle laisse des traces, comme les bottes d'un jardinier après une matinée passée dans la terre. On a beau essayer, la terre s'accroche. » Elle se tourna légèrement vers Craddock. « Je crois que nous sommes tous partis du même principe. Le meurtre était dû à un chantage et la victime était naturellement celle qui avait agressé. Madame Drake avait un mobile et aucun alibi. » Ursula tressaillit légèrement, mais ne dit rien. « Mais c'était trop facile. » Poursuivit Miss Marple. « Et comme je le dis souvent, les êtres humains sont rarement aussi simples. J'ai soupçonné dès le début que quelqu'un d'autre était intervenu, quelqu'un qui avait vu une opportunité. » Elle s'arrêta, puis plaça un bouton de perle sur le plateau à thé à côté d'elle. « Ce bouton provient d'une robe portée par Madame Drake il y a quelques années. Un costume de théâtre, je crois, mais il ne provient pas du chemisier qu'elle portait le jour de la garden party. Il provient d'un autre vêtement, un vêtement raccommodé par une femme qui travaillait autrefois en coulisses, une habituée des tissus, des déguisements et des interventions subtiles. Elle se tourna vers Ursula. Vous la connaissiez sous le nom de Madame Clegg, votre gouvernante, mais son vrai nom autrefois était Cora Ashcroft. Ursula cligna des yeux. « Cora, la sœur de Rupert ?» Miss Marple hocha la tête. « Oui. Après le scandale Rupert, en partie alimenté par des fuites dans la presse, qui pourraient bien provenir de Claude lui-même, Cora s'est complètement retirée de la scène. Elle a changé de nom. Elle est partie vivre dans le sud. Elle a vécu tranquillement, jusqu'à ce qu'elle reconnaisse votre nom sur une étiquette de courrier et entende des rumeurs concernant un chauffeur trop arrogant et pas assez discret. » Craddock décrocha. « Nous pensons qu'elle a entendu Claude parler, peut-être à un ami au pub ou directement à Madame Drake. Elle a compris ce qu'il avait, et ce que cela ferait à toi, à ton nom, à tout ce que tu avais construit. Elle a essayé de récupérer les lettres, » dit doucement Miss Marple. « Je ne crois pas qu'elle ait eu l'intention de commettre un meurtre, mais Claude était déjà blessé, probablement lors d'une précédente confrontation. Elle l'a de nouveau confronté, et quelque chose dans son attitude, dans ses paroles, l'a effrayé. » Il y eut un silence. Puis Ursula prit la parole. « Elle a toujours veillé sur moi, même quand j'étais trop aveugle pour le voir. » Craddock s'avança. « Nous l'avons confrontée ce matin, Madame Drake. Elle a avoué. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas vous laisser assumer la responsabilité. » Les yeux d'Ursula brillèrent. Elle baissa la tête. Miss Marple regarda le colonel Bantry de l'autre côté de la pièce. « Voyez-vous, un meurtre est très rarement l'œuvre de monstres.
Ce sont généralement des gens qui essaient de protéger quelque chose ou quelqu'un, et qui se méprennent sur leurs limites. « Mais qu'en est-il de Geoffrey Lennox » demanda Madame Bantry. Il semblait vraiment compétent. Miss Marple eut un petit sourire. Il était impliqué. Il est entré à Hilltop Lodge après le meurtre pour récupérer les lettres, une fois qu'il a compris ce qui s'était passé. Il espérait effacer toute trace du scandale et prendre ses distances. Mais ce faisant, il s'est impliqué et a trompé la pauvre Millie en lui faisant croire qu'il pouvait la sauver. Ursula leva les yeux. Il a toujours aimé jouer les héros, jusqu'à la fin. Heureusement, dit Miss Marple. Millie a choisi la vérité, et Geoffrey, acculé par trop de détails, a compris la futilité de ses dénégations. Craddock prit ensuite la parole. Nous recommanderons des poursuites pour obstruction contre Lennox. Mais le ministère public décidera s'il y a lieu de poursuivre la procédure. Ursula se leva lentement. Et Cora, elle sera inculpée, a déclaré Craddock. Mais avec clémence. Le tribunal verra ce qu'elle a tenté de protéger. Ursula hocha la tête. Sa voix, lorsqu'elle parvint, était ferme. Je parlerai pour elle. Elle m'a sauvé autrefois. Et elle en paie le prix. Miss Marple se leva également. Et peut-être, dit-elle doucement, est-il temps que vous cessiez de laisser les autres payer ce prix. Elles se regardèrent dans les yeux, femme à femme, sans jugement, seulement de la compréhension. Cette nuit-là, la pluie a laissé place à un ciel clair, les étoiles clignotant au-dessus des toits de chaume de St. Mary Mead. Au sanglier bleu, les rumeurs passèrent du meurtre aux recettes de dessert. Au presbytère, les notes de sermon furent révisées pour inclure une référence à la miséricorde et à la vérité. Qu'à la maison Bantry, Madame Bantry raconta à son mari chaque détail de l'après-midi à 2 reprises, n'oubliant rien et embellissant à profusion. Pendant ce temps, Miss Marple retournait dans son joli petit cottage où un bouquet frais de chrysanthèmes était posé dans un vase en porcelaine près de la fenêtre. Elle se prépara une tasse de cacao, s'installa dans son fauteuil et ouvrit la dernière lettre de son neveu Raymond, qui venait de rentrer de Vienne et se sentait terriblement philosophe. Le meurtre était résolu, mais surtout, le village se remettait. Des secrets avaient été révélés. La justice avait prévalu, non pas à la manière grandiose et dramatique des romans, mais dans la douceur et la bienséance de la vie anglaise. Tandis qu'elle sirotait son cacao, Miss Marple s'autorisa un petit sourire. La nature humaine, pensait-elle, était comme le temps, imprévisible, changeante et souvent orageuse, mais à la fin, la vérité, comme le ciel, s'éclaircit toujours. Une semaine passa, et avec elle, les dernières chaleurs du début de l'automne. À St. Mary Mead, les haies se teintèrent de bronze, et l'odeur des pommes tombées se mêlait à la fumée de bois s'échappant des cheminées impeccables. Le meurtre de Claude Fanshawe ne dominait plus toutes les conversations, même s'il persistait, juste en dessous, comme un pli dans un drap fraîchement repassé. Les gens reprirent leurs habitudes. Le révérend Styles reprit ses sermons ambulants dans le cimetière. Miss Weatherby, à la poste, se mit à trier le courrier du matin avec une énergie renouvelée et une pointe de déception, si peu de secrets désormais sur lesquels spéculer. Et le sanglier bleu se concentra à nouveau sur les fléchettes et le panaché, ses clients soulagés, peut-être, que le drame soit retombé dans une obscurité polie. Mais au cœur de tout cela se trouvait la satisfaction tranquille que les choses s'étaient bien passées, corrigées, comme seule Miss Marple pouvait le faire. C'est par un matin frais qu'Ursula Drake est venue nous rendre visite. Elle est arrivée sans fanfare, dans un simple manteau de laine et des talons raisonnables, les cheveux simplement tirés en arrière, et sans aucun des fioritures théâtrales qui avaient accompagné son arrivée au village quelques semaines auparavant. Miss Marple l'accueillit chaleureusement et la conduisit dans le salon où une théière et des scones frais étaient déjà disposés. Miss Marple s'y attendait, bien sûr. « J'espère que je ne vous dérange pas », dit doucement Ursula, posant ses gants avec une déférence inhabituelle. « Pas du tout », répondit Miss Marple. « Vous arrivez pile au bon moment.
Le thé est encore chaud et je voulais prendre des nouvelles de Cora. Ursula soupira, son regard se portant vers la fenêtre ornée de dentelles. Elle le supporte avec courage. Cradock est convaincu que le tribunal fera preuve de clémence. Elle a avoué tous ses crimes. Émilie a accepté de témoigner, d'expliquer que Cora a tenté d'arrêter Claude avant que les choses n'aillent trop loin. « Je m'en doutais », dit Miss Marple. Miss Hartley a une colonne vertébrale plus solide que la plupart des gens ne le pensent. Un silence s'écoula entre eux, rempli seulement par le tintement de la porcelaine et le doux bruissement du vent contre les vitres. « Je te dois des excuses, » dit finalement Ursula. « Quand je t'ai rencontré, j'ai pensé... Eh bien, ce que font tant de gens. » Miss Marple haussa un sourcil amusé, que j'étais une vieille dame inoffensive qui s'intéressait malsaine aux affaires des autres. Ursula esquissa un petit sourire. Quelque chose comme ça. Miss Marple lui rendit gentiment l'appareil. « Tu ne serais pas la première, et tu ne seras pas la dernière. » Le sourire d'Ursula s'estompa. « Je crois que j'ai passé ma vie à essayer de fuir le passé, à me réinventer, à repenser mon histoire. Mais les secrets ont tendance à vous suivre. Comme la poussière dans une armoire, ils s'accrochent. » Miss Marple hocha la tête. « Il y a une raison pour laquelle tant d'histoires se terminent par un déménagement dans un village tranquille. Ils pensent que c'est un endroit où se cacher, mais c'est tout le contraire. Ici, les gens s'avient. Chaque détail, chaque déviation. Et tôt ou tard, quelque chose apparaît toujours. » Ursula expira. « Je vends Hilltop Lodge. » Miss Marple ne parut pas surprise. « C'est une belle maison, mais peut-être pas celle que vous espériez. »« Non, » répondit Ursula. « Ça n'a jamais été le cas. Je croyais vouloir la paix, mais en réalité je voulais oublier. Maintenant je crois que je veux juste de l'honnêteté et un silence qui ne cache rien. » Miss Marple se servit une deuxième tasse de thé. Ça a l'air d'être un très bon début. Ursula resta encore une demi-heure à parler de choses insignifiantes. Son projet de retourner à Londres, peut-être pour enseigner le théâtre à des jeunes filles. Elle s'enquit du village, du jardin de Madame Bantry, et sourit même à l'évocation de la querelle persistante du major Palgrave avec le laitier. Alors qu'elle se levait pour partir, elle s'arrêta sur le pas de la porte. « Je ne sais pas comment. Tu fais, » dit-elle. « Tu vois si clairement les gens. » Miss Marple croisa les mains. « Des années de bazar religieux, d'expositions florales et de thé, je suppose. Mais surtout, d'observation. Les gens se révèlent dans leur façon de parler des autres, pas d'eux-mêmes. » Ursula hocha lentement la tête, comme si elle mémorisait cela. Lorsqu'elle partit, la pièce lui parut un peu plus vide, sans pour. Autant être triste. Plutôt comme l'expiration après une longue expiration. Ce soir-là, l'inspecteur Cradock passa, chapeau à la main, un épais dossier sous le bras. « J'ai pensé que vous aimeriez le rapport final, » dit-il en le posant sur la table. « Il est presque terminé. » Miss Marple lui a versé une tasse de thé sans rien demander. « Cora sera accusée d'homicide involontaire, » a-t-il déclaré. « Probablement une peine avec sursis, peut-être une courte période de détention en milieu ouvert. La couronne considère ces actes comme impulsifs et non prémédités. » Miss Marple hocha la tête. « Beaucoup de choses sont causées par des impulsions, n'est-ce pas ?» Cradock soupira. Le témoignage de Milly a été utile, Lennox aussi. Il est rentré à Londres. Il a démissionné du cabinet. On dirait que toute cette affaire l'a bouleversé plus qu'il ne veut l'admettre. « J'en suis sûr, » dit Miss Marple. « Il survivra, c'est toujours le cas des hommes comme ça. » Ils sirotèrent leur thé dans un silence convivial. « Écrirez-vous un jour un livre, Miss Marple ?» demanda soudain Cradock. « Vous voyez des choses que la plupart d'entre nous ne voient pas. Ce serait rendre service à la police. » Miss Marple gloussa. « Oh non, ma chère. Dès qu'on écrit un livre, tout le monde se met à faire preuve d'ingéniosité. Les mystères doivent être observés, pas révélés. D'ailleurs, ajouta-t-elle, j'aime bien être sous-estimée. » Cradock sourit. « Je ne peux pas imaginer que tu sois sous-estimée par n'importe qui dans ce village. »« Oh, tu serais surprise, dit-elle, les yeux pétillants.
Dans une semaine, ils finiront par penser que je ne suis qu'une vieille dame avec des chats et du crochet. » Cradock vida sa tasse et se leva. « Eh bien, pour ma part, je vous maintiendrai sur la liste des suspects. » Elle rit doucement. « C'est sage de ta part. » Dans les jours qui suivirent, le village se calma à nouveau. On parla de planter des bulbes pour le printemps, d'un nouveau facteur de Lower Binford et de la possibilité pour l'Institut des femmes d'organiser une brocante ou une vente aux enchères de gâteaux cette année. La vie, comme elle le fait, a repris Hilltop Lodge était discrètement annoncée dans la vitrine de l'agence immobilière. Cora Ashcroft, désormais ouvertement, restait au village en liberté conditionnelle, aidant discrètement Madame Bantry à décorer l'église en attendant sa condamnation. Son visage paraissait plus âgé, mais pas abattu. Ursula Drake avait écrit à plusieurs écoles londoniennes et, dès le dernier courrier de vendredi, avait reçu une invitation à donner une conférence à la Royal Academy of Dramatic Art. Quant à Millie Hartley, elle retourna à ses hérissons et à ses dahlias. Mais elle avait retrouvé une certaine stabilité et commença à suivre des cours du soir à Brackhampton. « Littérature et éthique », dit-elle à la femme du pasteur, qui la félicita aussitôt pour ses intérêts si admirables. Et Miss Marple? Elle continua ses promenades quotidiennes, ses thés modestes et son tricot délicat, même si, pendant une semaine ou deux, elle s'attacha particulièrement à terminer un sachet de lavande pour Cora, qui devait être livré discrètement et sans mot de passe. Car la justice, elle le savait, ne se résumait pas à des verdicts. Parfois, il s'agissait de voir le cœur derrière les actes, et de se rappeler que la miséricorde, comme la vérité, se cache souvent au grand jour. Et c'est ainsi que la paix revint à Sainte-Marie-Mead. Du moins, jusqu'à la prochaine fois, qu'un étranger arriverait avec des secrets en remorque. Ce fut 15 jours après que la dernière déposition eût été prise, et que le village eut commencé à reprendre son rythme calme et ordonné, que Miss Marple s'assit à son bureau pour écrire une lettre à son neveu Raymond. C'était une matinée lumineuse, inhabituellement fraîche pour un début octobre, la rosée s'accrochant encore aux bordures du jardin où les roses trémières se courbaient sous son poids. La plume de Miss Marple griffonnait sans relâche sur le papier, l'esprit aussi clair que le jour. « Mon cher Raymond, vous serez heureux d'apprendre que St. Mary Mead a retrouvé son calme habituel, non sans une pointe de mélancolie. Comme vous l'avez sans doute lu dans les journaux locaux, il y a eu un incident malheureux impliquant un jeune homme et de nombreux vieux secrets. L'homme, chauffeur de métier et voyou par habitude, est venu ici en pensant que notre village était comme les autres, endormi, poli et aveugle. Mais il a sous-estimé à quel point un endroit comme celui-ci voit sans regarder. Il pratiquait le chantage, un chantage à l'ancienne, sans aucune technologie ni intelligence. Il ne comptait pas sur la ruse, mais sur l'arrogance. Il pensait que ses victimes avaient un mot trop honte ou peur pour riposter. Mais quand la peur s'allie à la loyauté, Raymond, cela produit parfois des actes inattendus. Une femme l'a tué, non pas par haine, mais par désir de protection, et un autre homme, plus malin mais non moins lâche, a tenté de remettre les choses en ordre par la suite. Il a aggravé la situation, c'est souvent le cas. Mais finalement, ce ne sont pas les empreintes digitales ou les traces de pas qui ont mené à la vérité. C'était un bouton, un petit objet délicat, facile à perdre, mais jamais négligé, tout comme les gens laissent de petites traces en traversant le monde, même lorsqu'ils croient ne pas l'avoir fait. Miss Marple marqua une pause, la plume toujours, à la main. Le feu crépitait doucement derrière elle. Dehors, un couple de rouge-gorge dansait sur la pelouse. Vous m'avez dit un jour que les romans policiers modernes étaient bien trop axés sur la technologie et les rebondissements. Saikindas, a-t-elle poursuivi. Vous avez dit que ce qui fait un bon détective n'est pas ce qu'il peut prouver, mais ce qu'ils peuvent percevoir. Je pense plutôt que tu avais raison. Nous voyons clairement les gens lorsque nous cessons d'essayer de croire le meilleur ou le pire à leur sujet et que nous regardons plutôt ce qu'ils sont. Faire Madame Drake est partie enseigner le théâtre à Londres,
où ses talents pourraient enfin servir à quelque chose de plus durable que les applaudissements. La maison est à vendre. Cora Ashcroft a plaidé coupable, mais compte tenu des circonstances. Il n'y a pas de joie dans la punition, Raymond, seulement dans la compréhension. Et Millie, ma chère Millie, commence à trouver sa place dans le monde, sa propre voix aussi. C'est peut-être la plus belle fin de toutes. Elle a signé la lettre simplement « Tante Jane », puis elle le scella d'une pression prudente de ses doigts. Plus tard dans l'après-midi, elle fit sa promenade à travers le village, s'arrêtant au bureau de poste pour envoyer la lettre, puis continuant devant. Le cimetière où les ifs se tenaient silencieux et éternels, comme il l'avait toujours fait. Elle ne s'est pas rendue sur la tombe de Claude Fanchot. Ce n'était pas nécessaire. Les morts ont leur droit au silence, et les vivants ont leur choix. Elle savait depuis longtemps que la justice n'était pas une question d'aveux spectaculaires ou de pièges rusés. Il s'agissait d'une vérité qui s'aligne morceau par morceau jusqu'à former un tableau impossible à ignorer. En franchissant les grilles du Hilltop Lodge, un panneau « Vendu » était soigneusement accroché dans le jardin, les rideaux tirés. Quelque part à Londres, Ursula Drake était sans doute en train de se réinventer, peut-être sur des bases plus solides. Miss Marple s'arrêta pour admirer une rose à floraison tardive qui avait survécu au premier froid de l'automne. Tenace, ravissante et parfaitement épanouie, elle sourit. Il y aurait toujours des secrets. Il y aurait toujours des gens qui mentiraient pour protéger ou tromper, qui s'en prendraient à la peur ou se cacheraient par honte. Mais il y aurait aussi toujours des gens qui observeraient, non pour juger mais pour comprendre. Et parfois, la compréhension était la forme de justice la plus puissante qui soit. Avec cette pensée, elle se retourna vers la maison, ses pas tranquilles, son esprit en paix. À sa manière tranquille, elle avait rétabli l'ordre, et personne, pas même le meurtrier, ne l'avait vu venir.